Salut à tous, c'est Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière au format extra large pour découvrir ensemble en live une machine un petit peu hors norme, la FLSUN S1, donc la grande Delta de chez FLSUN qui est donnée pour une vitesse maximum de 1200 mm par seconde. Donc on va commencer avec un déballage et en fonction de la durée de la vidéo, on fera peut-être la mise en route et le premier benchy. Et ensuite, je pense que c'est une machine qui va me demander un petit peu de temps pour réaliser tous les tests. Donc je vous ferai la suite dans une seconde vidéo. Et si jamais il y a besoin, je ferai 3 vidéos. Donc sans plus attendre, le carton. Donc sur le dessus du carton, on retrouve la chronologie des différentes Delta d'FLSUN. FLSUN qui jusqu'à aujourd'hui ne jure que par les Delta. On verra si comme Bambulab, ils reviennent un petit peu sur leurs convictions. Ils étaient entre guillemets anti-Bedslinger. Aujourd'hui, ils ont sorti les A1 qui sont des Bedslingers et qui fonctionnent très bien. Mais pour atteindre de telles vitesses, à chaque sortie d'imprimante, FLSUN est arrivé avec une Delta qui surclassait ce qu'on pouvait faire en cartésienne, en Core XY ou en Bedslinger. Donc en 2016, ils avaient la QQS 80 mm par seconde. 2018, la Q5 qui montait à 100 mm par seconde. En 2020, la Super Racer que j'avais testée qui était donnée à 200 mm par seconde. 2022, 2 ans plus tard, la V400 que j'avais testée également qui était géniale, donnée à 600 mm par seconde. Et cette année, la T1 1000 mm par seconde et la S1 1200 mm par seconde. Et donc c'est la S1 qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Donc le carton, voilà, vous voyez le port, il est gigantesque. Le livreur m'a demandé de l'aide pour le porter. En soi, il y a sur l'étiquette, il y a marqué 53 kg sur la fiche produit. Le paquet du colis, je crois, est affiché à 51 kg pour une machine qui pèse quand même une quarantaine de kilos. Donc c'est pas si lourd que ça, mais vu la forme du colis, du paquet, c'est impossible de le porter correctement sans venir se bousiller le dos ou quoi. Donc j'ai même dû enlever ma table basse pour pouvoir faire le déballage juste là. Hop, donc comme la caméra est loin, je vais essayer de faire des plans du dessus avec ma GoPro. Donc là sur le dessus on retrouve, on va déballer ça ensemble, on a une belle mousse qui recouvre l'intégralité de la machine. Donc là il nous explique comment sortir la machine. Donc voilà, visiblement il faudra mettre le carton debout pour pouvoir la sortir à plat. Donc ça c'est pas mal, on a une petite notice qui nous permet de savoir comment déballer la machine correctement. On a un premier petit carton dans lequel on va retrouver quelques accessoires, j'imagine. On va l'ouvrir dans le bon sens pour ne pas tout faire tomber. Je vous prendrai de toute façon des photos de tout ça que je vous mettrai dans l'article sur le blog. On peut voir qu'il y a de la colle, une clé USB. Ah, on peut voir à quoi ressemble la hot end. Voilà. D'un unique bloc. Alors ma GoPro est pas géniale en termes de mise au point de près. Une pince coupante et pas mal de petits outils. Une clé à pipe qui très certainement sert à démonter la buse. On a 2 charnières, donc on a très certainement une porte à installer. Ensuite on a une bobine de filament FLSUN, je crois qu'ils se fournissent chez eSUN si je dis pas de bêtises. Donc on est sur du PLA haute vitesse, 500 grammes seulement, on n'est pas à 1 kg, donc à 1200 mm par seconde. Ça devrait aller très vite à vider. Ensuite on a un petit peu de paperasse, la carte du contrôle qualité, donc ça c'est intéressant. Service policy, merci. Alors pour le coup c'est moi qui remercie FLSUN puisqu'ils m'ont envoyé la machine. Et le manuel d'instruction, donc ça que je vais garder avec les petits outils. Les petits outils qui au passage sont rangés dans une boîte avec les formes pour chacun d'eux, donc ça c'est pratique. On a de la graisse aussi, on va mettre le plastique de côté. Ici on a le cordon d'alimentation, juste un cordon d'alimentation, ce qui veut dire qu'on n'a pas de transformateur externe, l'alimentation est intégrée dans la machine, donc ça c'est cool. Et juste là on a ce qui vraisemblablement sera la façade de la machine dans un plastique complètement scellé, donc que je vais devoir déchirer en essayant de ne pas le faire tomber, ce serait dommage puisque la machine a un bel et beau grand écran. Hop, donc voilà, on a l'écran. Je peux venir, peut-être que ce sera plus sympa de le voir sur cette caméra là. Vous voyez qu'on a quand même une belle taille d'écran, c'est tactile, un bouton d'alimentation, 2 ports USB. Voilà, pour le reste des détails on verra ça par la suite. Et sur le carton du dessus, donc là on a terminé. On va donc retirer le gros bloc. Il est aussi dur à soulever que le carton est lourd. Ah oui, donc là on a un vrai bloc énorme. Oh, la machine en dessous, j'étais pas prêt. Ouais, c'est ma femme qui va tirer la tronche et même moi je sais pas où je vais installer ça. La machine est juste énorme, c'est du délire. Donc j'ai posé ça hors champ.
Ouais, non, c'est impressionnant. Je vais faire une petite vidéo à la GoPro du dessus. Voilà la machine. Alors je ne vous l'ai pas dit, le carton était sous cellophane, je l'avais enlevé pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc là la machine est posée en dessous, face dans un autre bloc de mousse. On peut voir qu'on a deux poignées sur les côtés qui devraient permettre de faciliter entre guillemets son transport, son déplacement. Donc là je vais faire comme il était indiqué dans la notice. Je vais redresser le carton en essayant de voir où se trouve le dessus et où se trouvent les pieds pour pas la mettre tête en bas. Voilà, les écritures sont dans ce sens-là. Ouais, on a des pieds en caoutchouc là, alors qu'au-dessus c'est tout lisse. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de redresser le carton sans la faire tomber. Bon, on va tirer un petit peu ça. Est-ce que je suis encore dans le champ? C'est pas mal. Je vais déjà la mettre debout. Wow, c'est vrai qu'il faut pouvoir la mettre debout. Alors sur le carton, on a des poignées de chaque côté. Celle-ci, le transporteur l'avait déchirée au moment de la sortir du camion. Donc voilà, c'est pas pratique. La poignée, elle m'est restée dans les mains. Hop là. Je vais faire quand même gaffe qu'elle ne bascule pas. Hop. Ouah, ça glisse. Bon voilà, déjà j'ai évité le drame. On va se retourner. Si j'avais su qu'un jour tester une imprimante 3D serait si compliqué, aussi bien à faire qu'à filmer, bref, je n'aurais pas imaginé. Donc voilà, vous pouvez voir que la machine est juste méga imposante. J'ai plus la hauteur en tête, mais clairement on est à plus de 1 mètre. Pour avoir une échelle, moi je mesure 1,83 m, je me tiens pas spécialement droit. Mais voilà, la machine m'arrive au-dessus de la taille. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la sortir de son carton. Alors, on peut voir qu'il y a les poignées. Ouais, on ne peut pas y glisser les mains, hein. C'est vraiment le bout des doigts. Donc, porter 40 kg à bout de doigt, ça va pas être super simple. Hop, j'ai réussi déjà à la sortir. Au fond du carton, là, il n'y a pas besoin de la GoPro. Vous allez le voir en sortant du champ. On a la protection en polystyrène. Donc bon, globalement, je ne sais pas encore si les vitres, parce que c'est visiblement ce sont des parois, la façade est en verre, tandis que tous les panneaux normalement sont en métal. On est censé être sur un châssis de très haute qualité pour atteindre des telles vitesses. C'est pour ça que la machine est lourde. Normalement, c'est ultra rigide. Donc la machine, vous la voyez un petit peu mieux. Peut-être qu'en la reculant, vous verrez jusqu'en bas. Je vais enlever. Est-ce que ça passe en dessous de la machine? Ouais, ça va jusqu'en dessous. Ok. Voilà, on va pouvoir la déshabiller. Ah, c'est une belle bécane. C'est visuellement quand même, c'est impressionnant. Donc là, on est tout en métal. Le dessus, c'est du métal au-dessus aussi. Là, à l'arrière, on a une extraction d'air. Ah oui, parce qu'à l'intérieur, on a un séchoir à filament, un dryer. Donc, hop. Maintenant, il va falloir réussir à la soulever sans la faire tomber pour enlever le plastique. Hop. Donc déjà, avant toute chose, l'encombrement, c'est clairement une contrainte à prendre en compte. Parce que bon, sur ma table basse, c'est foutu. Enfin, vous voyez, par rapport à mon salon qui quand même mesure, là on n'a pas l'intégralité, mais on est sur 30 mètres carrés, je ne me vois pas la stocker dedans. Donc là, vous avez l'arrière de la machine, donc les poignées. Je ne sais même pas si techniquement on peut vraiment s'en servir. Non, c'est impossible. Je vais la retourner, vous allez voir, dès que je prends les poignées, la machine bascule vers l'arrière là-bas. Donc je pense il va falloir mettre deux pour pouvoir la soulever et la mettre sur une table. Je ne vois pas comment faire autrement. Donc déjà à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Ici on retrouve, je vous mettrai des petites photos en surimpression de toute façon. On a la prise pour brancher le cordon d'alimentation avec le bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Et c'est tout ce qu'on a. Donc on n'a pas de port RJ45 pour ceux qui voudraient la brancher en réseau filaire. Donc voilà, sur les côtés on a fini. Sur le dessus, voilà, on a un capot. On verra comment on peut l'enlever. Je vais retourner la machine pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Oh, ouais, c'est un beau bébé, hein. On a quelques autocollants. Donc on va voir les autocollants, ce que ça donne lorsqu'on les enlève, parce que des fois ça laisse des traces. C'est pas forcément joli. Donc là on a un premier autocollant qui s'enlève sans laisser de colle, c'est parfait. On a une première vitre là qui vient dissimuler. Il faut enlever un deuxième autocollant. Oh, j'ai failli arracher la porte. Heureusement que cette porte-ci est fixée. On voit qu'il y a déjà les charnières. Donc c'était peut-être des charnières de rechange, je sais pas. Une première porte qui s'ouvre. Ah, ça c'est cool.
la porte s'ouvre à plus que 180 degrés, donc ça c'est super pratique. Ici, on a donc le support de bobine qui est intégré à la machine. Ici, un petit PTFE dans lequel il va falloir glisser le filament. Je ne sais pas si ça va être hyper pratique lorsqu'on aura la bobine installée. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est un déshumidificateur. On peut voir, c'est indiqué dessus. Hop, on va l'ouvrir. Donc déjà, le packaging est labellisé, ça c'est plutôt bien. Hop, donc pour maintenir le filament au sec, donc ça c'est super bien pensé. C'est cool, une petite trappe dans laquelle on pourra mettre d'autres types de déshumidificateurs. J'imagine qu'on aura très rapidement des modèles de boîtes de rangement de billes ou de sachets. Donc ça, c'est la trappe du haut. On va enlever donc le plastique pour libérer la trappe du bas, la porte du bas. La porte du bas, elle est dans du... Je vois pas de charnière, elle a l'air posée. Il va falloir faire attention de ne pas la faire tomber. Je vais peut-être garder le scotch du haut tout d'abord. Et je vais enlever ceux d'en bas. Donc, je sais pas comment ça tient. Ça tient avec le scotch, donc j'ai bien fait de faire attention. Je sais pas pourquoi cette porte-là, cette vitre-là, ils l'ont pas... Ouais, je crois que je la casse. Ils l'ont pas fixé. Je vois pas ce que ça change. Ah là, on a des traces de scotch. Ah oui, ce scotch-là a laissé des grosses traces sur la vitre. Ça, c'est pénible. Il va falloir la nettoyer. La porte en verre, je la déballerai lorsqu'il j'aurai lu la notice et que j'aurai vu comment l'installer. Donc là, on se retrouve avec la grande chambre d'impression, donc qui est fermée, qui va nous permettre d'imprimer des filaments techniques comme l'ABS ou l'ASA. Elle n'est pas chauffée comme on peut retrouver sur certains modèles de chez Kiddy. C'est dommage pour une machine de cette gamme-là et à ce prix-là qu'on n'ait pas une chambre chauffée, sauf si je dis des bêtises, mais de mémoire dans les specs, la chambre n'est pas chauffée. On a un lit. Voilà. Donc en termes de volume d'impression, je vous mettrai les infos à l'écran. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un beau diamètre et en hauteur quand même. Vous pouvez le voir que même si on a la partie là-haut de stockage du filament, on a la tête, les bras qui peuvent remonter jusqu'en haut. Donc visiblement, on a presque tout ça en termes de hauteur d'impression. Le lit, de ce que je peux voir, c'est qu'on a des cales au bout pour le mettre bien droit. Donc ça, c'est pratique, ça permet de l'aligner correctement et de ne pas se prendre la tête. On a des petits patins au bout qui, j'imagine, servent à venir nettoyer la tête d'impression, la buse. On verra tout ça au démarrage. Mais là, visuellement, ouais, c'est une machine qui... C'est impressionnant. On est sur des rails là. Je suis pas certain d'avoir déjà vu ce type de rail sur d'autres modèles d'imprimante 3D. Je regarderai ce que c'est comme modèle. Le tout a l'air vraiment hyper bien fini. La machine est super belle. Donc là, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la notice pour voir ce qu'on a à installer. Donc la notice est en anglais. Personnellement, ça ne me gêne pas, mais sachez-le, je vous dirai ce qu'on a sur la clé USB dans l'article sur le blog. On retrouve les specs techniques. Donc on a une caméra qui est intégrée. Où elle est la caméra? Elle est là. D'ailleurs, on a un petit autocollant que je ne vais pas oublier d'enlever, contrairement à ce que j'avais fait sur la A1 Mini ou la A1 Mini. Petit autocollant qui protège la lentille de la caméra pendant le transport. Donc la caméra est fixée juste là pour surveiller la machine à distance et également, j'imagine, effectuer des timelapses puisque c'est possible avec Clipper. La machine tourne sous Clipper. Donc ensuite, on a un petit schéma qui nous indique les différents éléments de la machine. Donc sur le dessus, comme je vous le disais, la dryer box. On a les bras, la tête, les ports USB, le bouton on-off, la dry box, c'est pour les déshumidificateurs. Et à l'arrière, on a un air filter. La grille que je vous montrais tout à l'heure, juste là, que je ne peux pas retirer sans clé Allen. Donc j'imagine qu'on a un filtre à air dedans. Je vous mettrai l'information soit sur impression de la vidéo, soit dans l'article sur le blog, de savoir si on a un filtre actif avec du charbon typiquement. Les guides linéaires, la caméra, l'écran, on a des LED à voir, j'ai pas l'impression, non, ça n'a pas l'air transparent. Le logo, lui, ne devrait pas s'illuminer, puisque contrairement au précédent modèle, c'était sympa, je trouvais le logo qui s'éclaire en LED. On nous indique tout le contenu de la boîte d'accessoires. On nous explique du coup d'enlever les scotch qui protègent le tout, d'enlever la vitre de sa protection, donc ça on va le faire par la suite. Et ensuite, il faut fixer donc la vitre en installant les deux charnières à l'aide de vis en M3 par 6. Donc je vais chercher les vis en question. Donc c'est pratique, ça me fait presque une petite table, la machine est haute, mais je peux m'en servir pour pouvoir la monter. Donc dans les accessoires, je vois qu'on a aussi une buse de débouchage. Là, on a des vis qui ont l'air d'être faites pour l'écran, le verre. Bah là, c'est dommage, je disais tout à l'heure que c'était bien labellisé. Là, sur la viserie, on n'a pas le type de vis et en plus, dedans, ce sont différentes tailles. Donc il va falloir voir à quoi ça correspond. Et visiblement, il y a 3 tailles ou 2 tailles. En tout cas, non, il y a 3 tailles. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer à l'écran. Ça, c'est dommage parce que du coup, allez savoir
Si on est sur du 6, du 8, vous le verrez certainement pas facilement à l'écran, mais croyez-moi, on a 3 tailles de vis dans le petit sachet que je viens d'ouvrir. Donc on n'a pas que des différentes tailles, on a des vis plates, enfin à tête plate et des vis à tête fraisée. Il va falloir que je fasse l'inventaire, ça c'est dommage. Voilà, quand on est habitué à des machines comme chez Bambu Lab où on s'embête pas, on sort la machine du carton. Alors là, ok, on est sur une vitre en verre, c'est fragile, c'est pour éviter de le casser, mais bon quand même. Et donc avec les vis, il faut fixer les charnières. Pareil, les charnières, il n'y a pas d'indication sur le sens. Voilà, je vais vous montrer quand même mon raisonnement. Là, je vois que ça sort. J'imagine que ça, c'est pour rentrer dans la vitre. Donc, je vais mettre cette partie-là côté châssis. Et là, c'est pas fraisé, donc je vais mettre les vis qui ne sont pas fraisées. Voilà, donc, on est sur du M3 par 6. On va trouver la bonne clé Allen. Donc, il y a un jeu complet de clé Allen. Pareil, généralement, c'est plus pratique quand on a une seule clé pour tout faire. Là, ils ont mis différentes tailles. Bon, au moins, on a les outils pour installer tout ça. On va pas non plus se plaindre de trop. Bon, là, si je me réfère à la porte du dessus, j'ai correctement installé la charnière. Là, je vois pas les vis qu'ils ont utilisées côté châssis. En tout cas, je vois comment ils ont positionné la charnière et je vois le type de vis qu'ils ont mis pour fixer la vitre. Donc, on va faire pareil pour la deuxième charnière. Donc, on n'est pas sur les vis à tête fraisée. Hop, on va pouvoir récupérer la vitre. Je vais préparer déjà le sachet avec les bonnes vis. Donc là, dans le premier sachet, il me reste 4 vis à tête fraisée et 2 grosses vis à tête épaisse. Ok, donc voilà la vitre. On peut voir que la poignée est déjà préinstallée. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas laissé sur, ils l'ont pas mise directement, pas installée, sachant qu'elle était dans son emplacement pour le transport. Donc là, pour la vitre, il faut bien faire attention. On a des rondelles en caoutchouc dans laquelle on fait passer la vis. Et voilà, on a un montage comme ça qui fait que normalement, il faut quand même pas trop serrer, mais on peut fixer la vitre sans l'abîmer. On va caler ça sur la chaussure. Il faut dire que là, même le sol, c'est pas super pratique, hein. Voilà, je vais déjà caler la rondelle puisque c'est tombé. Ok, en calant la porte dans son emplacement, je peux la tenir. Ils ont quand même bien écrasé les rondelles au-dessus. Il faut faire attention de ne pas trop serrer au risque de casser, de fendre la vitre. Ok, la porte est fixée. On va voir si ça s'ouvre correctement. Là, elle se ferme bien, ça a l'air bien hermétique. Et est-ce que comme en haut, elle s'ouvre? Ok, donc c'est pareil, elle s'ouvre largement à plus que 180 degrés. Est-ce qu'il y a une utilité? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pratique. C'est mieux que les portes. Je crois que chez Creality, ça s'ouvre vraiment pas beaucoup. Ça peut ne pas être forcément très pratique. Donc, on a fait la porte. Ils nous disent de retirer les clips qui maintiennent. Alors, est-ce que vous pouvez avoir assez d'éclairage à l'intérieur de l'imprimante pour que vous puissiez voir ce à quoi je fais référence? Voilà, on a un clip ici à retirer, un deuxième, hop, et le troisième, un sur chaque courroie. Voilà. Donc là, l'étape suivante, c'est d'installer l'écran. En cherchant les vis pour l'écran, je m'aperçois qu'on a une vis et une rondelle en caoutchouc de rab pour la porte. Donc ça, c'est toujours bon à noter. Et il faut 2 M3 par 6 pour sécuriser l'écran par le dessus. On peut le voir juste là, on a un petit écran M3 par 6 et en dessous, il faut 2 M3 par 12. Donc ce sont les longues vis que j'avais également. Ici, on a, je ne sais pas là si vous allez le voir, mais du coup, je vais filmer à la GoPro. Les câbles de l'écran qui sont sécurisés avec un petit riselant qu'il faut retirer. Hop, on retire le riselant. Et sur les câbles, on peut voir qu'on a des numéros. 1, 2, 3 et une nappe. Vu qu'il n'y a qu'une seule nappe, il n'y a pas de numéro. Donc ça, typiquement, ça va aller. Si on regarde sur l'écran, voilà, on a la même chose. Hop, je ne sais pas si l'éclairage est bon. La GoPro, c'est pas facile de contrôler le focus. Je vous prendrai des photos de toute façon. Donc il faut brancher l'écran et ensuite l'insérer d'après la dock horizontalement. Donc la nappe, hop, voilà, la nappe est bien enfoncée. On va commencer par le port USB numéro 3 en bas. C'est de l'USB type C, donc il n'y a pas de sens. C'est moins prise de tête à installer. Et donc ensuite, on n'a plus qu'à glisser l'écran dans les trous prévus à cet effet. L'écran déjà tient tout seul. Je ne sais même pas si là, l'écran est dans le champ de la vidéo. Il faut les 2 petites vis. Donc c'est là qu'on est sur des vis à tête fraisée. Donc il y en avait 3 de vis à tête fraisée et c'est la même chose. On en aura une en rab. Donc j'en prends 2. Ouais, là je vois que le châssis est fraisé. Donc c'est bien là qu'on utilise les vis à tête fraisée. Donc ça reste logique, mais il y a quand même une petite gymnastique à faire. Si ça avait été un petit peu mieux explicité dans la doc, ça aurait été tout aussi pratique. Donc là, j'ai pas serré les 2 premières vis, histoire de pouvoir venir fixer les 2 autres grandes vis facilement. Et là, on n'est pas sur la même taille de clé. Ça, c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver. Donc là, il faut trouver la deuxième clé Allen qui va bien. Hop, hop. Et là, voilà, il va falloir que je joue de ma souplesse
pouvoir accéder au trou des vis. Donc là, clairement, j'aurais dû mettre la machine sur une table pour avoir les trous à hauteur des yeux. Ça aurait été quand même plus pratique. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais il n'y a rien de pratique non plus. J'ai galéré à aligner la vis dans le trou. Donc bon, voilà. Les 4 vis sont fixées. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste tout simplement à brancher l'alimentation. Donc voilà, on a fait le plus dur. Et je crois que c'est le déballage le plus compliqué. Et ensuite, la fixation de l'écran le plus pénible. Le reste, c'est quand même plutôt bien documenté, même s'il faut s'y retrouver dans les vis. On verra combien de temps ça m'a pris sur la vidéo au montage. Maintenant, on va sortir le cordon d'alimentation. Il n'y a pas de sélecteur de tension, donc ça, on ne se prend pas la tête à savoir si on est en 110 ou 220 volts. Donc la machine est branchée. Je vais peut-être essayer de caler la GoPro pour filmer l'écran. Déjà, je peux voir que la belle façade, elle est vachement marquée par mes doigts pas très propres. Mais comme ça, de loin, c'est quand même plutôt joli. Donc on va appuyer sur le bouton d'alimentation à l'arrière de la machine. La machine se met en route. On a des LED qui s'allument à l'intérieur. Donc les LED sont... On a des beaux panneaux, ouais, des belles bandes qui sont relativement épaisses. Une de chaque côté. L'écran, lui, donc, se met en route. FLSUN S1. Warning, waiting for Clipper Connect. Donc là, on attend que le logiciel démarre et que l'écran puisse se connecter à l'interface. Jusque là, vous devez l'entendre, je ne fais pas de réduction de son. La machine est très silencieuse. Il y a un petit ventilateur qui tourne quelque part, mais rien de gênant. Là, pour le coup, c'est pas dérangeant. Un écran entièrement en chinois, avec un menu déroulant qui, j'imagine, permet de sélectionner la langue. On a le français. Je ne suis pas fan des interfaces en français pas très bien traduites, mais pour la vidéo, je vais vous la mettre en français. Donc, on sélectionne français. Le grand écran tactile, on ne peine pas à, entre guillemets, viser avec son doigt et il est très réactif. On va se connecter au Wi-Fi. Donc là, il a tout de suite pris le bon SSID. Sinon, on peut afficher la liste des SSID, des réseaux Wi-Fi. Hop. Là, il me demande mon mot de passe. Mot de passe tapé, on fait rejoindre. Je commence à avoir mal aux cuisses et mal aux jambes à être accroupi. Connexion réussie. Donc ça, c'est parfait. Confirmé. Donc là, puisqu'on est connecté, on peut faire suivant. Et alors là, on a un écran qui nous dit, j'espère que ce sera visible à la GoPro, un écran qui nous dit calibration environ 10 minutes, étalonnage du moteur en premier lieu, compensation de vibration en second lieu, mise à niveau du lit et finition. Donc on va lancer tout ça, départ. Alors vraiment, l'interface est super jolie, super lisible. Voilà, je vous laisse le bruit sans réduction. La tête est descendue, elle n'est pas venue s'éclater dans le lit, c'est déjà pas mal. J'aurais bien aimé regarder ce qu'il y avait là-haut. Ah ouais, pour ouvrir le dessus, là, c'est des clés Allen. Je vous donnerai plus d'informations techniques et de photos dans l'article sur le blog. Je sais que là on retrouve un ventilateur pour la tête. Le ventilateur de la tête d'impression est déporté et c'est un gros ventilateur turbine qui a priori fait pas mal de bruit. Donc là, c'est quoi qui fait ce bruit-là? Donc là, ce sont les moteurs. Donc il étalonne les moteurs. Alors on est sur des moteurs particuliers, closed loop motor, c'est des moteurs à boucle fermée sur lesquels je vous mettrai des photos, j'ai vu ça sur la fiche produit. On a une petite carte électronique sur chacun des moteurs qui permet vraiment de contrôler leur fonctionnement et notamment d'éviter les sauts de pas, et c'est normalement beaucoup plus précis que des moteurs classiques. Là on est à la deuxième étape, compensation des vibrations. Donc là c'est du classique et input shaping. Il va vraiment faire bouger la machine dans tous les sens. La machine, elle, je referai peut-être le test sur ma table basse. Je pense que c'est la machine, déjà de toute façon, vu le poids et la rigidité du châssis, elle ne bouge pas. Je sens les vibrations pour le moment, mais on n'est pas à des fréquences qui font bouger la machine. Et si je regarde sur le dessous, les pieds étaient en caoutchouc et vachement épais. Pareil, je vous mettrai ça en photo. Donc là, la machine, clairement, elle est archi stable. On verra en faisant des impressions avec des accélérations au maximum et vitesse d'impression au maximum. Pendant ce temps-là, je vais déjà sortir la bobine puisqu'il la faudra pour lancer la première impression. Je me sentirais presque petit à côté de cette grosse machine. Faire un peu de ménage pendant que ça se calibre. Je vais venir voir, oui ça va, on voit quand même le bas de la machine. Bon, le cadre n'est pas parfait. La prochaine vidéo, j'essaierai de la porter, je ne sais pas par quel miracle, et la poser sur la table. Je suis tout seul quand je fais mes vidéos. C'est pas facile. Donc là, visiblement, on a la moitié de la compensation de la vibration. Donc là, on n'entend plus rien en termes de vibration. Donc on a terminé compensation de la vibration et là, on va attaquer la mise à niveau du lit. Le lit, c'est du PU texturé, je ne vous l'ai pas dit. Ça, c'est dû se voir quand je l'ai montré. Et donc ensuite, il nous indique
ce qu'on a fait sur l'écran dans la documentation. Et après avoir terminé donc la calibration, il faudra installer la bobine. Donc là, le lit est en train de chauffer. La mise à niveau du lit se fait lorsque le lit est chaud. Donc ensuite, pour la bobine, ils nous disent tout simplement d'enfiler le filament dans le tube PTFE et le glisser jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer. Donc il sera à l'entrée de l'extrudeur. Et sur l'écran, il faudra tout simplement aller dans les menus contrôle filament load, donc chargé. Ce sera chargé, nous en français. La température va monter à 240 degrés et l'extrudeur va commencer à sortir un petit peu de filament. Et ensuite, on peut lancer le first print. Donc il y a des benchy, un benchy 8 minutes, 28 minutes, 1h20, parce qu'il en fait 3. En 28 minutes, il en fait 2. Après, on a un cube de calibration. Bon, on regardera tout ce qu'il y en a. Je vois que sur l'écran, on a énormément d'informations. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis plus du tout habitué avec Bambu Lab. Parce que ça sert réellement, je sais pas. Mais quand on est geek, c'est toujours sympa d'avoir ce type d'informations. Là, typiquement, sur l'écran, on a un compteur avec la vitesse à 1200. Et ensuite, on se retrouve avec une page de support avec un QR code qui nous renvoie vers les différents médias de support de chez FLSun. Bon, là, c'est quelque chose aussi dans la page First Print que je n'ai plus du tout l'habitude de faire avec Bambu Lab. Mais là, on nous dit que lorsqu'on fait l'impression, la première impression, si on voit que le filament, je ne sais pas si vous allez le voir facilement à l'écran, surtout plus je me rapproche de la caméra, plus la lumière est forte, le Z offset. Il faudrait éventuellement ajuster le Z offset depuis l'écran. Bon, on verra. En tout cas, la procédure est plutôt classique et simple, même si la machine est imposante et que l'écran n'était pas facile, pas pratique à installer, ça se fait quand même plutôt bien. Donc là, j'ai pas fait attention, je sais pas combien on a de points de mise à niveau à faire. De toute façon, j'accélérerai sûrement la vidéo au montage. Les moments où je parle pas, je vous indiquerai quelque part sur l'écran la vitesse à laquelle j'ai accéléré. Comme ça, vous pourrez avoir une petite idée du temps que ça prend entièrement. Moi, je vous mettrai toutes les informations dans l'article sur le blog, de toute façon, pour ceux que ça intéresse. Donc là, hors impression, on entend des ventilateurs. On entend clairement les moteurs, mais comme il n'y a pas de grosses accélérations et de longs déplacements, c'est pas forcément hyper bruyant. Je pense que je pourrais vous mettre la vidéo sans réduction de bruit, mais on l'entend bien. Je ne vais pas vous dire qu'elle est totalement silencieuse, et je pense que par rapport aux dernières machines que j'ai testées, qui sont quasiment, oui, qui sont toutes, à part la Bambu Lab A1 Mini, qui sont toutes des Core XY, je sais pas trop dire. Ça se vaut, je pense, lorsqu'on n'imprime pas. Les A1 avec la réduction de bruit des moteurs sont clairement super silencieuses. Depuis que c'est arrivé sur la X1, c'est pareil. En plus, elles sont bien fermées. Chez Creality, les K1, je pense qu'elles sont peut-être un peu plus bruyantes. Je ne peux pas trop comparer. Je pourrais comparer à la X1 que j'ai quand même à la maison. Mais bon, voilà. Là, tant que ça n'imprime pas, c'est pas trop bruyant. J'aurais quand même bien voulu voir. Tout est fermé. On ne peut pas facilement regarder ce qu'on a sur le dessus. Bon, c'est une découverte, hein. C'est pas un test approfondi, mais clairement, je démonterai la machine pour voir à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas où est située la carte mère. Est-ce que c'est dans la partie verticale? Est-ce que c'est dans le capot sur le dessus? Sachant qu'il y a le dryer, c'est pas impossible qu'on ait toute l'électronique là-dedans. Quoi qu'il en soit, visuellement, c'est une belle machine. Clairement, j'aurais même envie de dire que c'est une machine de type industriel. Je vois pas trop quel particulier va acheter ça, à moins de faire du business de vente d'objets et des projets ou des projets conséquents qui nécessitent d'imprimer très vite, de pouvoir imprimer dans le bruit, parce que de ce que j'ai pu lire, cette machine est clairement très bruyante. Il faut la place, le besoin et la pièce dans laquelle les nuisances sonores ne gênera pas. Donc bon, ça ce sera, je pense, dans la liste des points négatifs. Il faut le besoin, quoi. Je vois là sur l'écran, je ne sais pas si ça se voit sur la grande caméra ou sur la GoPro, je ne sais pas si c'est une barre de progression, j'ai pas fait attention si elle bougeait ou pas durant le process. On verra pendant l'impression du Benchy. Benchy 8 minutes, je pense qu'on va avoir le temps de le faire. Peut-être que cette vidéo durera encore une fois 3 quarts d'heure, 1 heure, mais ce sera au moins une découverte entre guillemets en live, puisque derrière il y aura du montage et on n'est pas sur Twitch. Voilà, elle a terminé la mise à niveau du lit. Et je pense que bah, là, on va bientôt arriver sur l'écran principal. Hop, on passe sur finition. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on est sur un écran d'accueil, visiblement un bel écran d'accueil qui nous dit qu'on peut aller jusqu'à... J'ai pas eu le temps de lire. J'ai vu 40 000 mm par seconde en accélération, 1200 mm par seconde en vitesse.
On a une mise à jour disponible, je vais la faire. Je pense que c'est mieux d'être à jour, même si derrière il risque de tout me recalibrer, mais au moins vous verrez également le process de mise à jour. Encore une fois, l'écran est canon. Là, je vois que la barre de progression n'a pas bougé, donc c'est peut-être pas une barre de progression, mais là, on a le téléchargement qui se déroule. Ça a l'air assez rapide. Après, j'ai une fibre à 10 Go chez Free, donc si les serveurs en face suivent, ça peut aller très vite. Après, on a quand même la vitesse d'écriture sur la mémoire. Je ne sais même plus, j'ai plus en tête les specs en termes de CPU, MCU qu'on a à l'intérieur. Mais bon, même si on est sur du clipper qui est optimisé pour la vitesse, je pense qu'on est quand même sur une bécane relativement bien dotée en termes d'électronique. Je pense qu'elle est plus grande que ma fille. Hein. Mon fils doit la dépasser. Mon fils fait 1m40. Est-ce que c'est indiqué dans les specs la taille de la machine? Juste par curiosité. Product dimension. Ah non, on est seulement. On est plus d'1 mètre. On est sur 1030 mm. Ouais, bon, c'est un peu plus petit que mon fils, mais pas de loin. Et c'est clairement plus grand que ma fille. Ouais, c'est une machine qui est vraiment impressionnante. Mais elle a de la gueule. Je ne suis pas mécontent de l'avoir testée, même si je ne sais pas comment je vais m'organiser. En profondeur, ça fait combien? Je ne suis même pas certain qu'elle tienne sur mon bel établi quand même, qui fait 60 de profondeur. Pourtant, les Delta, généralement, n'ont pas une empreinte au sol, une footprint, comme on dit en anglais, excessive par rapport au bed slinger. C'est avec les Corex Y, généralement, ça ne prend pas spécialement beaucoup de place non plus au sol. Là, ouais, on est à 550 par 595, donc on est quasiment à 60 sur un des axes. Il va falloir la mettre en biais. C'est l'avantage d'avoir une structure en delta. La machine est en forme de triangle. Ouais, va falloir que je m'organise. Mise à jour du firmware, veuillez patienter. J'ai pas fait attention d'ici tout à l'heure, on était sur le téléchargement, mais la barre est presque au bout. J'ai un petit animal qui se demande ce qui arrive dans son terrain de jeu. Donc là, la machine, on n'entend plus rien. Donc j'imagine qu'on est sur la partie redémarrage du système d'exploitation. C'est vrai que je suis curieux. Je vous montrerai des photos. Je ne sais pas si on le voit là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. On a des pads qui sont en plus en biais. Oui, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que c'est. C'est quand même bien pensé, bien réfléchi, parce que là, on peut voir qu'on est... C'est creusé dans le socle pour pouvoir venir glisser ses mains sous le lit chauffant pour pouvoir le retirer plus facilement. Donc, on voit que c'est une machine. De toute façon, FLSON n'a jamais été du genre à se précipiter et faire un petit peu la course comme on a pu le voir avec les constructeurs qui ont essayé de rejoindre Bambu Lab vite. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver sur le marché. La machine a été annoncée il y a quand même quelques temps. Il y avait beaucoup de makers impatients. Mais voilà, en général, quand ils sortent des imprimantes, c'est plutôt bien fini et plutôt efficace. Après, je peux me tromper, on verra à l'usage. J'ai pas, comme je suis parmi les premiers, je pense, à la recevoir, j'ai pas vu énormément encore de retours sur internet. Je sais qu'on avait Guilouz qui en avait reçu une, il l'a reçu bien avant moi, mais je l'ai pas trop vu interagir sur le topic, sur le forum. Peut-être qu'il est en train d'alimenter son GitHub, donc aussi il faudra aller voir ça, parce que c'est une personne qui participe activement au développement de chez FLSON. Je ne suis pas en train de dire qu'ils travaillent pour eux, je ne sais pas quels sont les termes de leur entente, mais que ce soit pour la V400, la Super Racer et peut-être même d'autres modèles avant, moi je n'étais pas trop chez FLSON avant. Il avait fait pas mal de logiciels. Bon, c'est pas hyper rapide là, la mise à jour, hein. J'espère juste que j'ai pas planté l'OS. Ah non, ça y est. La mise à jour a échoué. Ok, magnifique. Bon, bah... Voilà, on retrouve ce bel écran qui nous dit qu'on a un flow donc de 110 mm3 par seconde, la vitesse 1200 mm par seconde, 40 000 mm par seconde carré pour l'accélération et 40 000 RPM, ça doit être la vitesse du ventilateur, c'est sûr que ça va faire du bruit. Le volume d'impression 320 de diamètre par 430 mm, donc c'est quand même vraiment un beau volume d'impression. Donc là, on peut aller sur l'écran de contrôle. On va la laisser pas à jour. On essaiera de mettre le firmware à la main avec une clé USB. On devait charger le filament. Donc on va charger le filament sans plus attendre. Je vais le découper parce qu'il est tordu au bout. Et au moins, il sera en biseau, histoire de mieux rentrer dans les différents orifices qu'il doit parcourir. Donc déjà là, ouais, bon, on va le dérouler un petit peu. C'est bien ce que je pensais. C'est peut-être pas hyper facile. Donc là, visiblement, j'ai passé le détecteur de filament, vu le bruit que ça a fait. On avance à l'aveugle, ça c'est assez perturbant. On voit pas du tout ce qui se passe. Je sais pas où part mon filament et je sais pas où il en est.
On peut apercevoir là à l'intérieur si je vois quand même. Je vais pas dire qu'on est totalement à l'aveugle. En regardant, on voit le PTFE qui va jusqu'à la tête. Et donc là, je pense que je suis embuté dans l'extrudeur. Donc ensuite, on installe la bobine sur le support. J'ai laissé le sachet déshumidificateur dedans. Espérons que ça n'empêche pas de tourner. Selon l'épaisseur de la bobine et la tension du fil, j'ai peur que des fois ça se barre sur les côtés. Hein. On verra à l'usage. Hop. Alors, contrôle, il disait filament sec. J'imagine que si on active ça. Ok, donc là on est parti sur 4 heures de séchage du filament. Ça fait du bruit parce qu'il y a un ventilateur qui tourne, on va l'arrêter. C'est relativement intuitif, donc ça c'est plutôt cool. Et là tout simplement je vais cliquer sur charger le filament. Donc là on voit qu'on passe de 38 degrés à 240 degrés. Donc on va voir à quelle vitesse ça chauffe. On a un beau corps de chauffe céramique. Il me semble qu'on est sur une haute end propriétaire, mais une buse qui quant à elle est standard et qu'on peut changer facilement. Donc là en quelques secondes on a dépassé les 100 degrés. Peut-être ouvrir comme ça on va se rendre compte un peu du bruit. Donc là, c'est le bruit de refroidissement du head break. Ce n'est pas le bruit de refroidissement de la pièce qu'on est en train d'imprimer. Donc déjà, on peut voir que ça s'entend. Porte fermée. Ok, donc je peux continuer de parler avec vous, je pense, sans avoir besoin d'avoir recours à la réduction de bruit. On est déjà à 230 degrés. Je pense qu'il va bientôt commencer à charger du filament. Ce serait bien pour la charge du filament, il descend un peu la tête, qu'on voit ce qui se passe. Parce que bon, là... l'effecteur, il a vraiment une belle tronche. Hein. Tout ça a l'air super bien fini quand même. Hein. C'est vraiment canon. Donc là, il aurait fini de charger. Bon, j'ai du filament qui est sorti. Je vais peut-être en charger un peu plus quand même. Donc là, on entend bien que ça tourne et que ça pousse du filament. Visiblement, j'ai bien du filament qui sort. Donc j'ai l'impression que c'est bon. Donc sans plus attendre, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va aller dans Fichier. Vidéo JNL, bon on verra ce que c'est que tout ça. J'ai les mains grasses, j'ai pas de chiffon. On va essayer d'enlever le filament qui est tombé au milieu du lit. Donc ça c'est quand même dommage. Je sais pas ce que va donner la mise à jour, mais pourquoi ne pas décaler la tête sur le côté lors du chargement pour qu'on n'ait pas le filament qui tombe au milieu du lit. C'est des petits détails. Quand on est habitué, voilà, Bamboo Lab ou même maintenant Crealitif est pareil, hein, et chez Kiddy je crois que c'est pareil aussi. La tête se nettoie bien, enfin il n'y a rien qui tombe au milieu, on est sûr qu'on peut lancer son impression sans avoir de résidus sur le lit. Donc là j'ai pas la même interface que sur la notice. Donc j'ai un chat, j'ai un nain, j'ai une fleur. Bon, j'ai le Benchy, mais je sais pas combien de temps il dure. Ah, mais je suis pas sur l'interface d'impression, autant pour moi. Là, je suis sur un navigateur un navigateur de fichiers, un explorateur de fichiers. Donc non, là, moi, je vais aller sur imprimer. Voilà, l'interface ressemble plus à la doc. Benchy 13 minutes et j'ai pas de Benchy 8 minutes, c'est quand même malheureux. Peut-être sur la clé USB. Alors, la petite clé USB, on a une petite gravure FLSen dessus. C'est plutôt joli. 32 Go, c'est plutôt généreux. Donc, je sais pas si on a un port qui sert au stockage et l'autre pour une caméra ou autre, donc on va mettre sur le premier port. Donc là on est en local. Est-ce que derrière on peut avoir, voilà, USB. Visiblement on n'a pas de fichier là-dessus. Local, USB. Si je retire, il ne met plus l'USB. Si je me mets sur le port du dessous, bon, visiblement j'ai pas de fichier sur cette USB. On va lancer le Benchy. 13 minutes, c'est dommage, il me semblait qu'ils avaient un Benchy 8 minutes. Peut-être qu'il aurait fallu faire la mise à jour. Écoutez, c'est pas grave. Compensation de vibration, mise à niveau du lit, première couche, time-lapse. Mais on va lancer hein, tout ça en 13 minutes. Imprimer, oui, c'est parti. Ouf, je sais même pas si je peux vous parler. Ouais, c'est n'importe quoi. Alors là, non, ben. Ouais, c'est une turbine. Bah non, ça peut pas rester comme ça pendant toute l'impression quand même. Waouh. Ok, ça s'arrête. Alors, j'ai un gros aspirateur de chantier Karcher qui fait un raffut du tonnerre. C'est moins que ça. J'ai un aspirateur Dyson. Ça fait moins de bruit aussi. Waouh, là, la turbine, je ne sais pas combien de temps et à quel pourcentage elle va tourner. Je ne me rappelle plus à combien elle tournait tout à l'heure en tours par minute. J'espère que c'est bien ajusté en fonction du besoin et de la vitesse parce que ça fait énormément de bruit. Et je suis même sûr que je la mets dans mon garage. Je l'entends dans la chambre qui est juste au-dessus, alors qu'il y a quand même une petite couche d'isolation. Donc là, on en est. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne sais pas si on va le voir. Du coup, là, la GoPro est clairement trop basse, je pense, pour voir là. Ah si, on voit la tête quand même.
Bah là, j'ai pas de filament qui sort, donc... Ouah, j'ai pas de filament qui sort et ça fait un bruit pas possible. Donc je vais stopper l'impression et je vais regarder ce qui se passe. Waouh, impressionnant. C'est impressionnant, ça fait un bruit du tonnerre. Je ne sais pas si là on va pouvoir réduire un peu le bruit. Ouais, la machine est clairement aussi bruyante qu'elle est imposante. Contrôle, on va voir si je peux baisser un petit peu la tête. Donc je veux descendre sur le Z. Par pas de 10 mm. Et voir pourquoi j'ai pas de filament qui sort. Ok, donc là je vois le PTFE qui est bien passé. Le filament va jusqu'à la tête. Est-ce que je peux le remonter? Est-ce qu'il est pris déjà dans la... Non, ok. Donc le filament, j'ai pas dû le pousser assez clairement. Je le vois là, il n'a pas l'air d'avoir été fondu. Donc, je sais pas là pourquoi il n'a pas été pris. Je vais refaire filament chargé. Peut-être pas poussé assez tout simplement. Hein. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait quand même du filament qui coulait tout à l'heure. J'espère que je commence pas avec une buse ou un extrudeur bouché parce que ça va être pénible. Ok, donc là le filament, je peux pas le pousser plus que ça. Donc là il me l'a bien mangé le filament, je comprends pas pourquoi il sortait pas. C'était peut-être des résidus, là on voit que ça coule beaucoup plus que tout à l'heure. Là si je refais charger... Ok, bon clairement tout à l'heure j'avais pas assez poussé le filament, donc là faute à moi, hop, on va relancer le print, tac. Hop là, on essaie de nettoyer un petit peu. Donc j'ai pas vu de routine de nettoyage de la buse au démarrage de l'impression. Donc peut-être que ça se sera ajouté par la mise à jour que j'ai pas réussi à faire. Hop, on va nettoyer un petit peu ça. Ouais, c'est impressionnant. Chouah. Ouais, c'est du délire. C'est du délire, vraiment. Voilà, la turbine, bah là on est sûr que le filament il devrait être bien refroidi lorsqu'il est imprimé. Hein. Alors, on a bien la buse qui est à 235, le lit qui est à 60. On a le bouton du Z offset. Ça se trouve, c'est juste... Ah non, voilà, ça y est. J'ai la courbe de purge qui s'est bien faite. Donc, visiblement, l'offset n'est pas trop bas. Ça aurait pu être un offset trop bas et du coup, pas de filament qui sort. Ok, voilà. Donc là, cette fois-ci, ça imprime bien le Benchy. Là, ça souffle pas. On est en première couche, c'est pour éviter que ça se décolle. Donc, jusque-là, la machine était silencieuse. Je ne vais pas parler pendant que le Benchy sort parce que clairement, ça fait beaucoup trop de bruit. Et on va attendre que ça se termine. Donc là, j'ai vu des pointes à 1050 mm par seconde. Les accélérations sont folles. Je ne sais pas si on peut avoir l'information de l'accélération. On peut naviguer dans les menus pendant que ça imprime. On peut éteindre ou allumer les LED. Ouais, c'est bruyant mais c'est impressionnant. Le Benchy sort à une vitesse, je pense qu'on n'est pas parti sur du 13 minutes là, c'est pas possible. J'ai commencé, j'ai pas fait attention à l'heure. Ah bah là on a 39, 17h39. Donc je sais pas si je vais réussir à faire en sorte qu'on n'entende pas trop le bruit de la machine, je vais m'éloigner un petit peu. 17h39, donc c'est bien, elle a détecté le bon fuseau horaire, elle a mis la bonne heure de la machine sur internet. Donc en dehors du fait que j'ai eu un échec de mise à jour du firmware, jusque là l'expérience se passe quand même plutôt bien. L'insertion du filament n'est pas des plus pratiques, mais là la machine va vite, elle fait des accélérations de folie et il n'y a absolument rien qui bouge. C'est d'une rigidité absolue, vraiment. Je ferai le test sur une petite table base pas très stable pour voir si ça arrive à bouger le tout, mais là c'est impressionnant. Si j'interprète bien ce petit logo, c'est la barre de progression qui est en cercle. Donc visiblement on a fait un quart tout à l'heure j'ai dit il était 39, un quart en même pas donc 3 minutes. Ouais, 3 x 4, 12. Donc on va être bien sur un Benchy de plus de 10 minutes, ça c'est sûr.
mais ça va très vite quand même. De toute façon, je vous referai je pense des shorts, n'hésitez pas, c'est le moment d'en parler. Si vous m'entendez, à nous rejoindre sur TikTok, parce qu'on peut poster des vidéos au format portrait plus longues que sur YouTube. On le fait aussi sur Insta, on n'a pas la limite d'une minute sur Insta. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne louper aucune info. Et également, ça nous fait toujours plaisir de vous voir plus nombreux à nous suivre. Et ça nous aide à sortir un petit peu du lot dans l'algorithme des différents réseaux sociaux. 1400 mm par seconde, alors qu'elle est donnée à 1200. Donc on a un petit peu des dépassements visiblement. Et donc là, je suis en vitesse 100%. Ce sera un test intéressant à faire d'imprimer à plus de 100% pour voir jusqu'à quelle vitesse maximum on arrive à avoir en gardant une qualité raisonnable. Quoique, je ne sais pas si c'est une barre de progression, hein, puisqu'on est... Si c'est une barre de progression, on est à la moitié. Il est 42, donc là, ça fait 3 minutes pour faire la moitié. On va peut-être finalement être sur le benchy 8 minutes. Non, là, je suis choqué, ça va très très vite, ça sort à une vitesse. Peut-être que là, on verra mieux avec la GoPro. Oh, le bruit! C'est dommage, ça vient vraiment gâcher l'expérience. Je pense que ça va avec la vitesse, mais c'est hyper bruyant. Voilà, les accélérations. De loin, comme ça, la qualité a l'air tout à fait honorable. Là, c'est sympa, on voit la petite bobine qui tourne. Là, je vais lancer le chauffage du filament. Bon bah là, le filament est chauffé. Visiblement, le mécanisme de ventilation du dryer est complètement couvert par le ventilateur turbine là, de la tête d'impression. Et oui, c'est bien un logo de progression puisqu'on a le pourcentage d'impression ici. On est à 67% du benchy en 5 minutes. Ouais, oui, ça a l'air d'être le temps écoulé. On va voir si on passe à 6 minutes. Oui, c'est ça, on est à 6 minutes. Donc clairement, là, on approche de la fin du benchy. 74%. C'est bluffant. Là, je vais pas vous mentir, c'est aussi bluffant que bruyant. Après, la machine n'est pas moche, hein. Bon, comme je vous le disais, dommage. Le logo, là, il n'y a pas de LED. Ça aurait été une petite touche sympa de le voir s'éclairer. Et pourquoi pas de s'éclairer d'une couleur adapté à l'état de la machine, vert quand tout va bien, rouge quand ça va pas. Puis c'est clairement un mode qu'on pourra pas faire puisque là on est sur un panneau. Ça n'a pas l'air d'être du métal. Ça a pas l'air d'être du métal, l'habillage gris, contrairement à toutes ces pièces là qui sont en métal. On entend que le ventilateur quand même s'ajuste aux besoins, parce qu'il ralentit, il accélère. Bon, c'est logique, vous allez me dire, hein, c'est comme ça sur toutes les imprimantes. Mais jusque-là, il ne s'ajuste pas de telle sorte à ne plus se faire entendre. Là, on est vraiment... ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et puis cet écran, hein, l'écran, il est quand même super sympa. Allez, 88% en 7 minutes. Il reste plus qu'un bout du toit et la cheminée, 1400 mm par seconde par moment là. Ouais, la cheminée se fait à une vitesse, je ne sais pas quelle tronche ça va avoir, mais forcément le ventilateur en haut turbine à fond pour pouvoir bien la refroidir. Ouais, on n'entend plus rien, ça fait du bien quand ça s'arrête. 8 minutes pour un benchy, record battu. Là, j'ai jamais fait aussi bien. Impression terminée, confirmée, terminée avec succès. Hop, le lit est chaud, c'est un coup à se brûler. Je vais pas forcer pour pas arracher le PEI, mais on va voir si... Ouais, il se défait quand même. Hop. Le lit n'est pas double face, hein. Hop, en dessous, à moins que ce soit un PEI lisse, mais j'ai des doutes. On revient caler le lit avec les ergots au bout et le benchy. Alors ça va pas être facile, benchy blanc avec l'éclairage. Je vous mettrai des photos, mais alors, je vais essayer de faire un petit peu d'ombre. Bah, vous pouvez voir que pour un benchy sorti en 8 minutes, wow. Ah, je suis choqué, je suis clairement choqué. La qualité, alors là, il y a des petits défauts. On va pas, voilà. La cheminée n'est pas parfaite, mais voilà, la qualité est vraiment super canon. La première couche est très très bien. Et ben voilà, cette découverte donc de la S1 s'est très bien passée. L'installation n'est pas compliquée, pas super pratique pour l'écran comme je vous le disais. La machine est lourde, pas facile à manipuler. Elle est imposante. Par contre, les finitions sont canon. C'est une machine clairement...
Je pense qu'elle a été bien pensée, bien conçue. Ça bouge pas, c'est impressionnant à voir. Je vous mettrai des détails quand même parce que j'ai pas encore regardé vraiment dans le détail. Mais les rails linéaires, tout a l'air super canon. Les courroies, j'ai l'impression que ce sont des courroies aussi particulières. L'expérience, l'écran est super. Au Delta Preg, j'ai pas réussi à faire la mise à jour du firmware, je verrai pourquoi. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur le forum, n'hésitez pas à nous y suivre. J'alimenterai le topic de la FLSUN S1 qui est déjà bien rempli par différents membres pour vous tenir au courant de l'avancée du test. Je vous ferai une ou plusieurs vidéos pour vous dire un peu tout ce que je pense de la machine. Je vous ferai un article complet sur le blog avec plein d'informations techniques, également des photos du tout démonté. Mais voilà, je suis choqué. C'est une machine qui clairement est exceptionnelle. Je ne sais pas à qui exactement elle s'adresse, c'est quand même assez particulier. Déjà, le tarif à plus de 1000 €, c'est pas donné à tout le monde. Il faut la place, il faut ne pas être dérangé par le bruit, mais derrière, ouais, ça sort des prints de qualité quand même plus qu'acceptable à une vitesse complètement délirante. Voilà, c'est une découverte de la FLSUN S1 sans encombre particulière, avec un vrai plaisir et surtout avec succès, un print de qualité. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des conseils pour les prochaines, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien louper de nos tests en cours, de nos annonces, de nos news. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour le site lesimprimantes3d.fr.